Bienvenue dans cette saison 2 du PEX Podcast, le podcast du partage d'expériences en prévention des risques. Je suis Alexandre Zèbre, ingénieur sécurité et créateur du site web safetyvigilante.com. Vous y retrouverez des articles, des vidéos et bien sûr tous les épisodes du podcast pour booster votre culture sécurité. Chaque mardi, retrouvez un épisode de ce podcast créé pour tous les acteurs de la prévention qui veulent progresser dans la maîtrise des risques professionnels en s'inspirant des conseils d'experts et de l'expérience passionnante de mes invités. On continue cette saison 2 avec Mélanie Casselli, qui est aujourd'hui ingénieure QHSE, productrice de contenu et de webinars pour Bluekango. Mélanie produit du contenu de qualité sur le domaine QHSE toutes les semaines. Et croyez-moi, pour avoir essayé, ce n'est pas du tout facile. Dans cet épisode, elle nous explique les process qu'elle a mis en place et comprend pourquoi elle est autant suivie sur LinkedIn. Sur ce, je vous laisse écouter ma discussion avec Mélanie Casselli. Bonjour Mélanie, bienvenue dans le podcast. Comment allez-vous ? Bonjour, ça va très bien et vous ? Ça va très bien aussi, je vous remercie. Je suis très content que du coup vous nous rejoigniez aujourd'hui pour partager votre expérience liée au domaine de la QHSE. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ? Alors oui, donc Mélanie Casselli, donc moi je suis ingénieure QHSE pour le compte de Bluekango, donc notamment en qualité de content manager pour Bluekango. Et donc je suis issue en fait de formation ingénieur QHSE, notamment dans tout ce qui est qualité et microbiologie, de spécialité agroalimentaire et santé. Et alors du coup, Bluekango, alors moi je le vois beaucoup passer sur les réseaux, notamment LinkedIn. Est-ce que peut-être vous pouvez nous préciser d'abord ce que fait Bluekango ? Alors effectivement, c'est un peu particulier parce que Bluekango, donc c'est pas une entreprise agroalimentaire ni une structure spécialisée dans le domaine médical. En fait, c'est un éditeur de solutions digitales qui sont dédiées au QHSE. Et donc, la société possède aujourd'hui 3600 clients dans différents domaines et dans le monde entier. Donc, par exemple, en termes de clients aujourd'hui, on met à disposition notre outil à L'Oréal, Sodexo ou encore le groupe Lacroix. Et on travaille également avec les hôpitaux parce qu'en fait, Bluekango travaille avec 1200 hôpitaux en France. D'accord. Ouais, donc c'est quand même. Déjà, je crois qu'il y a une croissance qui est assez forte et c'est déjà Oui. assez large, on va dire, en termes de clients et de portée. Et dans mon souvenir, vous étiez d'abord sur la santé, puis après vous êtes diversifié. Oui, c'est ça, exactement. Au tout début, on était très connus, on est toujours très connus, mais on s'était développé principalement dans tout ce qui était hôpitaux, cliniques et autres établissements de santé. Et puis, au fur et à mesure, depuis 18 ans que la société existe, on s'est diversifié dans le domaine de l'entreprise. Et aujourd'hui, même mis à part le QHSE, on propose des modules aussi type RH, GMAO ou autres qui peuvent permettre aux entreprises de se diversifier. Et puis, ça permet un petit peu d'être présent sur différentes thématiques ou autres. Et on a vu qu'aujourd'hui, vu qu'on fait un logiciel qui est, on dit, à façon, c'est-à-dire qu'en fait, on a fait le choix en tout cas de s'adapter à chaque structure et de ne pas proposer quelque chose, un package unique. On s'adapte vraiment finalement au process des entreprises, au process interne, et ce qui nous a permis finalement de nous développer aussi sur le domaine de l'entreprise. D'accord. Alors justement, donc, je veux revenir un peu à vous et comment finalement on est rentré en contact. Mhm. Donc moi sur LinkedIn, je vois beaucoup de publications Bluekango, des webinars, beaucoup de production de contenu, d'articles, des choses comme ça. Est-ce que vous pouvez un peu nous détailler quelle est votre mission là-dedans et après on verra ce que vous appréciez dedans. D'accord. Donc, en fait, effectivement, je suis content manager, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, mon rôle aujourd'hui, c'est de produire différents contenus sur tout ce qui est thématique QHSE. Donc, en fait, ça va aussi bien des articles qu'on publie sur notre site internet pour le blog. Ça peut être aussi bien des webinaires. Donc, par exemple, là, j'avais un webinaire hier sur le thème des 12 étapes de l'HACCP. Et sinon, on a aussi des interventions qu'on réalise en physique parce qu'aujourd'hui, Bluekango est membre de Produits en Bretagne. Et donc, j'avais eu l'occasion notamment d'organiser des matinales, par exemple, chez Carabraise, dans leur unité de production. Et on avait réalisé une matinale sur le thème de la digitalisation de l'HACCP. Et donc, c'est comme ça sur différents événements aussi où on a pu échanger directement avec les membres de Produits en Bretagne.
Et donc, à côté de tout cela, à côté de la création de contenu, c'est aussi la possibilité pour moi, finalement, d'accompagner les professionnels, les interlocuteurs dans tout ce qui est démarche de digitalisation. D'accord. Et mais alors, donc la production de contenu, moi je le fais au niveau de l'écrit et maintenant du podcast. Mais vous, vous le faites au niveau, bah voilà, webinaire, vidéo. Comment on fait Ça. finalement pour alors là, c'est plus un conseil pour moi. Comment on fait pour être à l'aise face à une caméra, face à une audience, parce que parler des choses qu'on apprécie, c'est une chose. Parler de face à beaucoup de gens et voilà, rendre enfin moi je trouve un contenu de qualité qui apporte vraiment quelque chose, même sous forme de pastilles assez courtes. Comment, enfin, est-ce qu'il y a un process, est-ce qu'il y a un secret derrière tout ça? C'est vrai que la première fois, ça surprend un peu. Voilà, si je retourne dans le passé sur mon premier webinaire, bon, il y avait un petit peu de stress forcément au début, surtout qu'il faut s'approprier aussi les outils de visio, hein, savoir comment ça fonctionne, essayer de prendre en main l'outil. Donc en fait, on a ce stress-là de prise en main de l'outil, plus voilà l'image qu'on va retransmettre derrière la caméra. Mais au final, en fait, sur les webinaires, c'est un peu plus simple parce qu'on n'a pas notre auditoire face à nous. En fait, ça se passe devant l'écran. Donc, finalement, ça permet d'être peut-être un peu plus à l'aise, je dirais. Mais finalement, en fait, une fois qu'on connaît bien son sujet, qu'on est à l'aise et qu'on maîtrise, ça coule tout seul, en fait. Et c'est vrai qu'après, à la différence sur des conférences en physique, bon, ça va être ce côté-là qui est un peu plus compliqué parce qu'on a l'auditoire face à nous. Mais en fait, après, j'ai la chance, c'est vrai, d'avoir participé à des conférences où les personnes étaient intéressées, étaient du domaine et en fait étaient assez à l'écoute. Donc, ça permettait un petit peu aussi de redonner confiance face à ce public-là qui est orienté QHSE. D'ailleurs, vous avez des bons retours là-dessus sur toute cette création? Oui, c'est vrai que en plus on a mis en place, c'est l'avantage un peu des webinaires aussi, c'est que bon, les personnes peuvent pas parler directement via des micros, mais on met en place à l'issue de chaque webinaire des questionnaires de satisfaction, ce qui permet finalement d'avoir un retour aussi de la part des personnes qui étaient présentes pour savoir si ça leur a plu, si elles avaient des questions. Et donc c'est pour ça que moi, en tout cas, j'accorde un intérêt particulier derrière à l'issue du webinaire à aussi approcher les différentes personnes une à une pour échanger avec elles, savoir ce qu'elles en ont pensé et pour sans cesse s'améliorer et puis savoir quels thèmes pourront être abordés aussi dans le futur. Ouais. Ouais, ça c'est vrai que je pense que pour fidéliser, c'est quand même très important d'intégrer voilà ce retour client ou en tout cas retour participant pour s'améliorer de manière générale, mais aussi pour rester intéressant, avoir des sujets qui sont différents, même si on touche toujours à la même thématique. Ça va être quand même une façon de voilà une sorte de ligne éditoriale qui doit nécessiter beaucoup de préparation quand même. C'est ça. Et puis moi, je sais qu'en amont, par exemple, avant de mettre en place un webinaire, je teste un peu certains sujets. Typiquement, par exemple, sur LinkedIn, je suis très présente sur ce réseau social-là et je publie très régulièrement des Mhm. posts en lien avec le QHSE. Et ça me permet en amont voilà, de tester sur des sujets, des articles que je diffuse à travers le flux. Le flux LinkedIn, de savoir s'il y a un intérêt particulier sur la thématique, si je dois l'exploiter ou non derrière, parce que des fois, selon les posts, on a plus ou moins de commentaires, plus ou moins de likes, et déjà, ça donne déjà une première bonne indication. Ah bah c'est très intéressant. Je savais pas que vous faisiez ça. Et c'est vrai que c'est une bonne idée parce que effectivement tous les sujets ne font pas réagir pareil. Et bon après sur LinkedIn on sait qu'il y a quand même pas mal de choses à intégrer on va dire pour être efficace. Néanmoins tester en amont c'est vrai que ça vous donne quand même une bonne lecture déjà de l'audience que vous allez avoir et des retours après par la suite. Oui, voilà, c'est ça. Surtout qu'en plus, la base, en tout cas, que j'ai créé de contact sur le réseau de LinkedIn, c'est vraiment une base qui est très orientée QHSE, donc Mhm. expert dans le domaine. Donc en plus, ça me permet vraiment d'avoir un retour voilà, qui est assez professionnel. Donc voilà, d'avoir des commentaires aussi intéressants sur ce qu'on pourrait mettre en place, etc. Et il y a aussi, je teste beaucoup aussi les nouveautés. Par exemple, LinkedIn, je vois qu'ils ont mis en place depuis peu tout ce qui était sondage. Ah oui Donc c'est là vrai. aussi, le sondage, c'est aussi un moyen peut-être de tester, de demander l'avis voilà, des personnes du réseau pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place à l'avenir ou pas. Donc, je ne l'ai pas encore testé beaucoup, mais je pense que je vais l'utiliser à l'avenir aussi pour voilà, d'avoir des idées sur les thèmes à aborder. Ok, ouais, bah, c'est intéressant. Et ouais, moi aussi
enfin, dans mon réseau, c'est que lié à la prévention des risques, en tout cas, les gens qui me suivent. Mhm. Mais j'avais pas pensé comme ça et je pense que c'est un très bon conseil. Pour continuer sur vos missions et comment ça s'articule au quotidien, est-ce que vous pouvez peut-être nous détailler voilà, vous accomplissez une journée type? Alors, une journée type, bon, c'est vrai que ça peut varier en fonction des journées, voilà, si on fait des webinaires ou autre, mais typiquement, moi, je passe quand même, j'essaie de passer le début de ma journée au moins 1 ou 2 heures consacrées à LinkedIn, à la recherche d'informations, voilà, d'articles sur Internet, Mhm, parce que je me renseigne beaucoup, voilà, sur tout ce qui peut être nouvelles réglementations, voilà, nouvelles normes, nouvelles procédures, etc. Me tenir à jour de l'actualité pour proposer justement au réseau des informations voilà, qui pourraient référer au QHSE, mais voilà également moi aussi avoir des idées sur ce que je pourrais mettre en place après sur la semaine en termes de contenu ou autre. Donc c'est vrai que je passe beaucoup de temps et je passe beaucoup de temps sur LinkedIn aussi pour interagir, échanger aussi avec les professionnels. Donc mhm. ça peut être soit réagir à des posts, les commenter ou autre, ou échanger directement par la messagerie avec certains professionnels qui auraient des questions sur tout ce qui est digitalisation ou qui simplement voulaient échanger sur d'autres thématiques. Donc c'est une bonne partie du temps que je passe là-dessus. Et après, tout ce qui est rédaction, après ça va être voilà, c'est vrai que par semaine quand même, je produis au moins 1 ou 2 articles. Donc c'est vrai que Ah ça oui. prend quand même pas mal de temps aussi et que je consacre à cette partie de rédaction. Et puis après, ce sera tous les échanges que je peux avoir aussi directement par téléphone ou par mail avec les professionnels pour les accompagner dans les démarches de numérisation. Ah ouais, bah alors, pour avoir commencé, il y a un moment maintenant, à produire des articles, 1 ou 2 articles par semaine, c'est vraiment beaucoup de boulot. Et du coup, alors, la veille que vous faites, je pense que ça, c'est essentiel parce que il y a des gens qui produisent, mais finalement pas tant que ça. Et s'en inspirer, c'est vrai que c'est très intéressant et ça permet d'avoir du matériel de qualité. Et après, ouais, produire 1 ou 2 articles par semaine, ouais, clairement, c'est vraiment beaucoup de boulot. Donc, Non, mais c'est bravo vrai. parce que honnêtement, ouais, comme je disais, pour l'avoir fait, c'est costaud. Et, euh, et après, en plus, vous produisez d'autres, voilà, des webinaires, comme on disait, des vidéos, des choses comme ça. C'est vrai que ça fait C'est ça. beaucoup de tâches, ouais. Puis on essaie de varier sur les webinaires. C'est vrai qu'après, il y a des webinaires qui vont me mettre plus de temps à préparer. Par exemple, celui d'hier sur la HACCP, c'est un webinaire que je réalisais seul. Donc, il y avait à peu près 45 à 50 minutes de webinaire. Donc, il y a beaucoup, voilà, faut que ce soit assez costaud sur le contenu. Mais après, on fait des webinaires qu'on organise en duo, par exemple. Ça permet de diminuer la tâche de travail parce qu'on répartit le contenu. Donc, ça permet de soulager un petit peu des fois selon les supports qui sont proposés. Et en moyenne, vous avez à peu près combien de personnes dans un webinaire? Alors ça dépend, on a un ratio en plus nombre d'inscrits et personnes présentes réellement. Mhm. Typiquement, sur le webinaire d'hier, il y avait à peu près 130 inscrits et donc 50 personnes présentes. Ça va dépendre du sujet. En plus, là aujourd'hui, on est dans un contexte où les gens sont encore en vacances ou reviennent de vacances. Donc ça va dépendre vraiment des périodes, ça dépend des sujets, ça dépend de la com qu'on aura faite, mais on est sur un ratio à peu près sur un nombre d'inscrits, on va avoir à peu près la moitié des inscrits qui seront présents en fait. Mhm. D'accord. Ouais, c'est vrai que moi, j'ai participé à certains et effectivement, en notre que les, je voyais que souvent les organisateurs ils disaient que c'était à peu près ça, ce ratio, 50 personnes, 50% des personnes qui étaient inscrites qui venaient vraiment. C'est Mais ça. bon, finalement, je pense que pour l'animateur, c'est un peu pareil. Mais quand on se dit que en face il y a 50, 60 personnes, ça fait quand même du monde finalement. Et donc du coup, ça fait une assemblée qu'on voit pas numériquement, mais qui fait une belle audience, voilà, pour un webinaire et une transmission d'informations, quoi. Oui, voilà, totalement. Et puis après, en plus, ça va dépendre. Aussi bien, on va avoir 100 personnes présentes, mais ça va être 100 personnes qui vont pas vraiment être dédiées, enfin, spécialisées QHSE réellement. Et d'autres 50, on va avoir dans un autre webinaire 50 personnes, mais qui vont vraiment être qualifiées. Et là, les échanges vont être complètement différents. Donc, il y a ça, tout ça adapté aussi. Et puis, nous, on sait que de toute façon, derrière aussi, on rediffuse les replays aussi à grand Ah oui. nombre de personnes qui n'étaient pas forcément présentes, ce qui permet aussi d'avoir ce retour-là aussi d'autres personnes qui sont pas présentes
en physique, parce que c'est vrai on fait souvent des webinaires qui sont à 11h ou entre 11h et midi. Donc forcément, il y a des professionnels qui vont pas pouvoir être disponibles, qui vont travailler, et c'est pour ça qu'on repropose le replay à ceux qui n'étaient pas présents. Et l'heure 11h midi, vous l'avez, c'est par rapport au retour que vous avez précédemment, vous avez affiné, vous avez vu que c'était là où vous avez plus d'audience, ou c'est arbitraire? C'est vrai que c'était par expérience. On trouvait que souvent le début d'après-midi, c'est un petit peu bancal, hein. C'est selon les personnes qui prennent leur pause déjeuner, etc. On a vu que les personnes étaient peut-être moins attentives en début d'après-midi. Mais c'est vrai que le créneau 11h midi correspondait bien, et on voyait que ça arrangeait pas mal de monde, donc on l'a maintenu dans le temps. D'accord. Ouais, c'est un peu comme quand on fait de la publication sur quel que soit le contenu, on teste un peu et on apprend justement de ça. On voit, alors qu'il y a des choses qui sont quasiment équivalentes en termes de contenu et de qualité, certaines heures sont vraiment à bannir. Et à côté de ça, il y en a où justement on peut doubler son audience facilement juste parce que c'est le moment adéquat un peu pour tout le monde, quoi. C'est ça, il y a vraiment des timings qu'on peut respecter, parce à force de tester, au fil du temps, on prend un peu d'expérience là-dessus. Donc même pour les mails, hein, c'est la même chose aussi. Il y a forcément des créneaux horaires qui sont moins propices, des journées un petit peu moins propices également. Il faut tester en fait. Ouais, ça c'est justement c'est assez. Je pense que c'est transverse à tous les domaines, mais enfin, je veux dire, il y a un moment il faut tester et essayer de trouver ce qui va résonner dans sa cible. Et justement pour le domaine QHSE, finalement, pourquoi c'est ce qui vous a intéressé, parce que vous étiez plus côté bah, biologie, microbiologie initialement. Pourquoi ce choix? Alors du coup, effectivement, en fait, c'est vrai que j'ai été très microbiologie au début, parce que j'avais fait un DUT qui était orienté technique de laboratoire aussi sur tout ce qui était microbio. Mais j'étais partie sur cette formation dans l'objectif d'intégrer une école après qui était spécialisée dans tout ce qui était QHSE, donc l'école d'ingénieurs. Mhm. Et finalement, je suis tombée un peu dessus par hasard. C'est vrai qu'on n'en parle pas forcément beaucoup dans les formations, en lycée ou collège. Ces formations-là de QHSE, on les évoque très peu. Et donc moi, c'était en me renseignant sur les écoles d'ingénieurs sur lesquelles on pouvait postuler. J'ai trouvé qu'en fait, la formation, il y avait une certaine rigueur finalement dans tout ce qui était domaine QHSE, et je me retrouvais bien là-dedans, parce que c'est vrai que je suis minutieuse, j'ai un sens particulier du détail, et ça me correspondait pas mal, parce que le qualiticien notamment, il doit faire respecter certaines normes, certaines réglementations qui sont assez strictes. Et à la fois, je trouvais que le métier du QHSE avait un côté assez polyvalent. On pouvait discuter, rentrer en relation avec les différents services dans l'entreprise, être sur différents fronts, et ça permettait vraiment de s'adapter à différentes situations, et ça me convenait plutôt bien. D'accord. Ah bah c'est vrai que c'est bien de pouvoir trouver sa voie dans quelque chose qui nous plaît et quand ça correspond aussi à notre caractère, on s'y épanouit encore plus vite, je pense, parce que moi, par exemple, ce que je trouve le plus intéressant, c'est le côté très transverse et très humain du QHSE. Et je m'y plais énormément. Donc, je pense vraiment qu'on peut y trouver des choses différentes, mais que c'est important d'y trouver du sens déjà et quelque chose qui résonne en nous, quoi. C'est important. C'est ça. Parce qu'effectivement, comme vous dites, le contact humain, c'est primordial, hein. Ça passe par de l'accompagnement, de la formation. C'est vrai qu'il y a tout un tas de messages à faire passer, hein, en tant que QHSE, parce que à la fois, on a une charge un petit peu lourde sur les épaules, c'est qu'il faut démontrer qu'il y a des risques, que chacun encourt des risques, mais qu'également, que nos propres actes finalement peuvent avoir des répercussions à la fois sur nous, mais pour nos collègues ou le client et le consommateur. Et finalement, c'est toute la complexité, c'est qu'il ne faut pas être un moralisateur sur le QHSE, mais qu'il faut aussi ne pas oublier de féliciter les collaborateurs quand ça se passe bien et les accompagner dans la démarche, en fait. Alors justement, vous avez parlé du terme moralisateur, c'est vrai que ça m'y reste le poil, et en même temps, c'est vrai que c'est souvent ce qu'on peut entendre. Est-ce que vous pouvez nous partager peut-être vos meilleures techniques pour mieux communiquer sur ces domaines-là? Alors, c'est vrai que les meilleures techniques, je sais que du temps où j'étais dans le domaine agroalimentaire, j'étais beaucoup sur le terrain, donc à accompagner les professionnels sur tout ce qui était bonne pratique. On voit que de toute façon, ce qui passe, un coup de téléphone, ça va pas fonctionner. Il faut aller vraiment sur le terrain, les accompagner, passer par de la formation, etc. C'est essayer en même temps de faire passer des messages. Moi, j'essayais toujours de me mettre à leur place, de savoir pourquoi
pourquoi ça fonctionne pas. Voilà, si par exemple il y a des procédures qui sont mal appliquées, me dire oui, mais peut-être pas que la procédure, il y a quelque chose qui fonctionne pas, il y a quelque chose qui est pas adapté non plus à leur façon de travailler ou autre, et qu'il faut revoir peut-être les points à ce niveau-là, plutôt que de penser directement que c'est les professionnels qui font mal les choses sur le terrain et qui y mettent de la mauvaise volonté. C'est finalement prendre le temps de les écouter, et puis derrière, les messages finalement vont passer plus facilement. Ouais, non, bien sûr. L'écoute, hein, on le dira jamais assez, c'est indispensable à tout bon préventeur. Et, C'est ça, c'est l'étape 1, mais elle est tellement évidente que des fois, j'ai l'impression qu'elle est un peu oubliée, en fait. c'est ça. Enfin, c'est ce qui, des fois, je comprends pas trop comment on peut l'oublier, mais quand on a une idée en tête, c'est peut-être plus compliqué finalement de s'oublier soi et d'écouter vraiment la personne qu'on essaye d'aider, quoi. Voilà, c'est ça, parce que des fois, ça peut être un petit peu maladroit, voilà, de la part de certains QHSE qui voudraient faire bien en faisant appliquer certaines pratiques, certaines obligations, et du coup, ça va peut-être frustrer un petit peu les personnes sur le terrain. C'est difficile, hein, comme équilibre, hein, je pense, entre les deux, mais voilà, faut arriver plutôt à accompagner plutôt qu'imposer finalement. Ouais, c'est bien, c'est tout à fait ça, c'est bien dit. Et justement, alors maintenant, votre métier, il est un peu à la frontière de tout ça, la partie QHSE, la partie très qualité, production de contenu, et vous vous y retrouvez, vous le disiez, voilà, sur un aspect que c'est en accord avec votre caractère. Mais qu'est-ce que enfin, qu'est-ce que vous appréciez le plus? Qu'est-ce que vous pourriez, comment dire, euh, conseiller à quelqu'un, ou en tout cas, en quoi ça pourrait le convaincre de se tourner vers ce type de mission? Alors, c'est vrai que, de toute façon, j'encourage, hein, les personnes à s'intéresser à tout ce qui est domaine du QHSE, parce que comme on peut le voir, on peut très bien être pur QHSE sur le terrain, soit en qualité, soit en HSE, soit les deux. On peut exercer dans différents secteurs, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le QHSE, c'est pas que le domaine de la santé, pas que le domaine de l'agro. On peut travailler aussi bien dans le BTP, dans l'industrie ou autre. Et on voit que malgré le fait qu'on ait travaillé comme moi sur le terrain à l'époque, on peut se réorienter vers des formations, vers d'autres types de postes qui sont un peu plus création de contenu comme je fais actuellement, et sans passer par des formations supplémentaires, que ce soit en communication ou marketing. On peut, voilà, c'est vraiment un métier où on s'ennuie pas en fait. On peut changer, voilà, les compétences vont s'acquérir finalement sur ces postes, et pas seulement par des formations dédiées à refaire. À avoir seulement un simple diplôme. Derrière, on peut adapter aussi son profil selon ses compétences dans les formes, enfin, dans les expériences qu'on aura acquéries. Et c'est vrai que sur la création de contenu, c'est totalement différent, mais ça me plaît bien parce que c'est vrai que j'aime ça en fait, la créativité, avoir la possibilité finalement de pouvoir évoquer différents types de sujets, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la chance que j'ai chez Book en Go. Je suis assez libre sur les sujets que je peux évoquer, enfin que je peux choisir d'aborder en lien avec le QHSE. Et on a aussi aujourd'hui, à l'ère de tout ce qui est Internet, digital, etc., on a la possibilité de diffuser nos contenus vraiment sur des supports vraiment variés, que ce soit LinkedIn, sur des blogs, sur d'autres supports comme, je sais que j'utilise moi Parcours Croisé. Il y a beaucoup de professionnels qui sont présents sur Parcours Croisé aussi du QHSE, et je leur diffuse également des blogs via ce réseau-là. D'accord. Alors, par croisé, moi j'en ai entendu parler, mais effectivement, j'ai jamais été faire un tour. Mais je note parce que je le Mhm. mettrai dans les liens de l'épisode. Et j'aime beaucoup le fait que vous ayez mentionné qu'il y a beaucoup enfin, l'expertise, en tout cas en QHSE, elle se fait sur le terrain, sur le tas, et sur le fait d'apprendre, d'expérimenter des choses directement, et loin de là avec le diplôme, quoi. C'est Le ça. diplôme, il est, bien sûr, c'est d'une base très importante. Néanmoins, quand on veut vraiment expérimenter la chose, il y a des choses, on peut les faire soi-même en apprenant, en faisant la veille, enfin une veille comme vous le faites, voilà, en testant des choses. Mais ça se travaille et ça se raffine au fil du temps, quoi. C'est ça. Puis les méthodes sont tellement différentes d'un secteur à un autre, d'une entreprise à une autre. Donc en fait, finalement, on apprend en étant vraiment immergé dans le milieu et dans l'entreprise aussi. Tout à fait, ouais. On va continuer sur une partie plus outils et références. Mhm. Quels outils vous privilégiez pour créer votre contenu aujourd'hui?
Bah, du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, il y aura beaucoup de LinkedIn parce que c'est vrai que vu que je publie tous les jours un post au moins sur LinkedIn, que ce soit un article que j'ai trouvé sur le net que je rediffuse, qui m'a intéressé, sur lequel je vais échanger, c'est au moins une fois par jour où je publie sur ce réseau-là. Mais après, bah, comme je l'ai dit, j'utilise Parcours Croisé, il y a les articles de blog. C'est vraiment ces canaux-là en tout cas que j'utilise le plus pour publier avec les webinaires. Mhm. Mais donc après, moi sinon, à titre perso, je consulte vraiment en termes de quand je veux rechercher quelques articles, etc. Je consulte des articles directement sur Internet, sur des sites. Et sinon, il y en a un aussi, un magazine que j'aime beaucoup consulter. C'est pour ceux qui sont intéressés par tout ce qui est domaine alimentaire, c'est Process Alimentaire. Donc je suis abonnée à ce magazine depuis déjà un peu plus d'1 an. Et c'est vrai que les informations qui sont retranscrites en matière même de QHSE, hein, il y a quelques articles QHSE, elles sont assez pertinentes et j'aime beaucoup. Ok, ah, je connais pas, mais c'est vrai qu'il y a pas mal comment dire, de publications spécialisées et y trouver son compte, c'est pas toujours évident parce que c'est pour ça que je fais cette partie recommandations parce que quand on commence ou quand on a envie, on est intéressé par le sujet, on ne sait pas forcément vers quoi se tourner et du coup, C'est ça. bah, une fois de plus, je le mettrai dans les liens de l'épisode. Et est-ce qu'il y a sur la partie plus référence, est-ce qu'il y a des livres ou voilà, des ressources que vous recommanderiez? Alors, c'est vrai que alors moi je suis moins sur, je suis plus sur peut-être articles que des livres, en soi. Après, il y en avait un que j'avais lu récemment et je vois que d'ailleurs vous aviez fait un commentaire aussi vous sur ce livre-là, c'était celui de Michael Mouret, Ah oui, celui sur la révolutionner la santé sécurité. Donc nous, on l'avait pris aussi, chez Bookango pour pouvoir, le lire et avoir, créé potentiellement du contenu là-dessus. Mais j'avais bien apprécié parce que la lecture était facile et il y avait des anecdotes qui dynamisaient justement, le texte et la lecture. Donc c'était simple à lire et aussi c'était assez parlant sur tout ce qui était santé sécurité. Donc on s'y retrouvait bien aussi en tant qu'expert dans le domaine. ouais, bah alors du coup, je vois qu'on réattaque la deuxième saison comme la première. En fait, c'est ce livre, franchement, je pense qu'à peu près 3 épisodes sur 4, il y a quelqu'un qui le recommande. Et je le recommanderai jamais assez, mais c'est vrai qu'il est vraiment très bien fait. Et je vous rejoins sur les anecdotes. Moi, il y en a une notamment sur l'ampoule qui m'a beaucoup marqué. Mais c'est vraiment c'est très très bien fait et c'est un très beau travail de sa part. Et il est d'ailleurs passé dans le podcast, Michael. Et c'est vrai que, enfin, bon, je, je, je me joins à vous pour le recommander. C'est ça. Euh, Après, sinon, je crois qu'en termes de qualité, alors moi, je sais que j'utilisais beaucoup, d'ailleurs, je l'ai utilisé dans mes études, c'était le grand livre du responsable qualité, et c'était, là, j'étais en train de chercher la référence de l'auteur, c'était Florence Gillet-Gonard et Bernard Seno. Et je sais que Florence Gillet-Gonard, elle fait pas mal de contenu, enfin, de livres, d'ouvrages sur le thème de la qualité. Et donc, ok. elle en avait fait d'autres comme la boîte à outils, hein. Là, c'était un autre bouquin aussi que j'avais qui était la boîte à outils du responsable qualité et du HSE. Et j'avais pu apprendre beaucoup de par ces différents ouvrages et notamment pendant mes études aussi, ça m'a bien aidé. Ok. Bah, celui-ci, moi, je connaissais le grand livre du responsable. Je crois que c'est HSE, effectivement. Mais localité, non, Mhm. je le note. Et enfin, on va terminer sur une partie un peu plus avenir de la prévention. Est-ce que vous avez une idée de comment va évoluer le domaine QHSE à long terme? Alors, je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, le métier de QHSE, depuis des années, hein, il ne cesse d'évoluer parce qu'il a son côté polyvalent qui se renforce de jour en jour, d'année en année, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, on voit très bien, hein, ce que les consommateurs et les clients, ils sont de plus en plus exigeants vis-à-vis des aliments qu'ils vont consommer. Et ça nécessite de mettre en place, dans les entreprises davantage de normes, davantage de réglementations. Et donc, sa problématique au QHSE, ça va être de répondre justement à toutes ces normes en termes de qualité et de sécurité pour pouvoir assurer un niveau de sécurité adéquat. Mais surtout aussi, sa problématique, ça va être, je pense, à l'avenir aussi, d'assurer la traçabilité des données, parce qu'aujourd'hui, si on veut que toutes les règles, les normes et réglementations soient conformes, on va de plus en plus vérifier les informations concernant les produits et on va devoir tracer, numériser ces données pour pouvoir les retrouver et faire en sorte que la chaîne d'approvisionnement, enfin toute la chaîne du produit soit respectée. Et justement, dans la partie numérique, enfin, après, vous êtes bien placé pour voir comment ça Mhm. évolue, mais peut-être que
Vous pensez que ça sera beaucoup plus important, enfin dans le sens où ça sera, enfin ça l'est quasiment, mais ce sera déjà complètement indispensable cette partie digitale? Bah, c'est vrai qu'on le voit, hein, déjà aujourd'hui, c'est vrai que je suis bien placée, comme vous dites, pour le voir, parce qu'aujourd'hui, je les accompagne, les entreprises, dans toute cette partie de digitalisation. Et donc aujourd'hui, c'est des questions qui grandissent dans les entreprises, et parce qu'aujourd'hui, avec la délocalisation des entreprises et la multiplication des sites, finalement, les entreprises ont dû réagir face à ça et faire en sorte que les informations puissent continuer de circuler de façon rapide et efficace. Et donc finalement, le digital, ça a été la réponse à ces problématiques de mutualisation des informations pour justement s'affranchir de tout le papier et de toutes les éventuelles pertes de données, parce que aujourd'hui, voilà, c'est vrai que je ne conseillerais pas à des entreprises dans le QHSE d'avoir seulement des documents sous format papier, parce que voilà, c'est pas pertinent pour tout ce qui est traçage des données. Et donc aujourd'hui, il y a des outils qui permettent vraiment de transposer des process sur ordinateur, mais aussi sur smartphone et tablette, pour que ce soit facile à utiliser aussi pour le personnel sur le terrain. Et justement, en termes d'outils, vous avez peut-être, enfin, vous avez des choses maison, j'imagine, à proposer. Bah, du coup, c'est Bookango pour lequel je travaille, donc, qui est éditeur de solutions dédiées QHSE. Donc aujourd'hui, on propose voilà, vraiment de digitaliser les process QHSE. Et donc, ça passe, par exemple, si je prends l'exemple typiquement de la réalisation des audits et des inspections, donc c'est voilà, une des tâches principales du QHSE aussi. En fait, aujourd'hui, il est possible pour les opérateurs qui sont sur le terrain d'avoir un formulaire déjà pré-rempli, un formulaire digital pré-rempli sur tablette ou smartphone. Il va pouvoir utiliser ce formulaire sans connexion Internet, parce que souvent, on n'a pas de connexion Internet ou forcément de Wi-Fi sur le terrain en entreprise. Et grâce à ça, donc, il va pouvoir, pendant son audit, prendre des photos, faire des annotations sur sur des schémas, ou utiliser la dictée vocale si, par exemple, il a les mains prises, il a ses gants sur ses mains ou les mains sales. Et une fois qu'il a terminé son inspection, le rapport va être édité automatiquement sous un format type PDF et va être transmis directement aux personnes concernées par mail. Donc, chaque personne va recevoir une notification sur l'outil disant l'audit est terminé, voici le rapport. Et toutes les statistiques automatiques vont découler aussi de ce rapport qui aura été édité automatiquement. En fait, finalement, c'est un gain de temps pour le QHSE, pour la direction, pour les personnes sur le terrain. Ça permet de ne pas devoir retranscrire des informations à la fois sur un fichier Excel, sur un fichier PDF, sur le plan d'action, sur la gestion de risque. Voilà, c'est de tout mutualiser au sein d'un même outil. Et il y a quelque chose qui me fait penser à, bah, forcément à Bluekango et la digitalisation. Au début du confinement, suite à cette épidémie, j'ai vu un post sur Twitter qui disait que il y avait, euh, il y avait un seul vrai, comment ça s'appelle, un seul et vrai conseiller digital pour les entreprises, et que c'était le Covid-19. Est-ce que vous partagez cette vision-là, ou vous pensez que c'était déjà quand même bien amorcé avant? Bon, effectivement, c'était déjà amorcé avant, parce que voilà, les entreprises aujourd'hui, moi je le voyais, commençaient de plus en plus à s'intéresser à la thématique. Mais c'est vrai que la crise actuelle, finalement, ça a amené les Avantiges à accélérer à repenser leur organisation, mais surtout à l'accélérer, à trouver des solutions rapides, parce que on était un petit peu contraints et forcés. La crise est tombée comme ça sur un cheveu sur la soupe. On n'a pas choisi de la subir. Mais avec le travail à distance qui s'est un peu généralisé, on parle beaucoup de télétravail actuellement. Chaque entreprise doit trouver des solutions finalement pour faciliter l'accès aux outils, et d'où l'intérêt finalement du digital. Donc, je sais que par exemple, nous chez Bookango, on avait jugé utile, on avait recueilli aussi des retours d'expérience des établissements de santé qui ont été touchés de plein fouet par la crise justement, et qui avaient utilisé un outil digital, qui avait utilisé Bookango pendant cette gestion de crise. Et donc l'outil leur avait été utile pour gérer des tableaux de bord, pour tout ce qui était stock de pays, pour le nombre de lits disponibles, mais également pour diffuser en interne les documents qui étaient en lien avec la gestion de crise, ou assurer le lien avec tout ce qui était autorité compétente type l'ARS, l'Agence régionale de santé. Et donc ça avait été intéressant pour nous, parce que ça nous a permis de montrer pourquoi le digital était important aujourd'hui et pourquoi il a été important dans le contexte de la crise de Covid. Mhm. Ok. Donc ouais, c'était plus un catalyseur que l'unique, comment dire?
l'unique point de départ, heureusement, pour cette mutation. C'est ça, parce que par exemple, même pour les audits dont je parlais précédemment, donc aujourd'hui, par rapport au Covid, voilà, certaines entreprises, elles ont été un petit impactées sur toute la réalisation d'audits parce que avec les mesures sanitaires, on devait limiter le nombre de personnes présentes sur site, etc. Et certains auditeurs ont dû trouver des solutions pour contrer, enfin pour pouvoir réaliser quand même les audits malgré la crise. Et je sais qu'aujourd'hui, il existe des modules qu'on appelle d'audit à distance. Nous, on le propose chez Bluekango. En fait, le principe, c'est que la personne auditée va être, elle, présente sur site, mais elle va pouvoir être pilotée à distance par l'auditeur. Donc, l'auditeur n'aura pas besoin d'être présent sur place. Et tout est géré via un outil de visioconférence. C'est le jour même, en fait, lors de l'audit. Chaque partie, l'auditeur et l'audité reçoivent un SMS ou un mail pour rejoindre l'outil de visio. Il n'y a pas besoin de téléchargement particulier. Ils peuvent rejoindre directement la visio. Et donc, après, l'auditeur à distance pourra par le biais de l'audité, prendre des photos, prendre des vidéos et mettre des commentaires à noter sur chaque élément, ce qui lui permettra après de recueillir son rapport qu'il aura réalisé et tout ça à distance. Ok. Ouais, c'est vrai que c'est des choses qui étaient possibles techniquement, mais qu'on n'imaginait peut-être pas il y a encore quelques années, quoi. Enfin, même pas si longtemps que ça. Ah oui, c'est ça. Et puis, ça va être des situations comme le Covid-19 peut-être qui vont être amenés à repenser ça. Je pense que maintenant, aujourd'hui, on est toujours en plein dans la crise aussi. Donc, je pense qu'il y a peut-être d'autres choses qui vont être amenées à évoluer, peut-être en tout ce qui est de maintenance à distance aussi. C'est vrai que pour tout ce qui est maintenance sur les appareils, les équipements, ça sera peut-être intéressant aussi de pouvoir le réaliser par visio comme pour les audits aussi. On ne sait pas. Et c'est tout un tas d'interrogations, de choses à mettre en place. C'est assez intéressant en soi, parce que ça permet de réfléchir à certaines problématiques. Donc, on est en train de travailler aujourd'hui avec les professionnels là-dessus. Ok, très bien. Et enfin, je vais avoir une dernière question pour vous que j'aime bien poser. Quel conseil vous auriez à donner à la jeune Mélanie qui débutait? Alors, vraiment, le conseil que je peux lui donner, c'était pas de se baser que sur son diplôme, ses acquis pendant le diplôme, c'est de repenser, de se dire, non, c'est pas parce que tu as eu seulement d'expérience peut-être dans tel ou tel domaine ou que tu as réalisé ta formation sur tel ou tel module, telle ou telle application, que tu vas pas être capable plus tard de faire autre chose, d'être dans un autre secteur d'activité, d'être peut-être davantage plus spécialisé sur l'HSE que sur la qualité. Parce que c'est vrai que j'étais de formation qualité à la base et tout ce qui était hygiène, sécurité, environnement, c'était pas forcément quelque chose sur laquelle j'étais à l'aise. Mais on voit que c'est possible d'apprendre derrière, de monter en compétences sur d'autres postes, malgré le fait qu'on n'aura pas cette spécialisation de base et qu'il ne faut pas rester sur ses acquis, qu'il faut oser. C'est ça en fait, c'est oser et puis avoir confiance en soi. C'est un très bon conseil. Merci beaucoup Mélanie d'avoir participé au podcast. Est-ce que vous pouvez nous dire où on peut vous contacter si on a envie de continuer la discussion avec vous? Oui, j'invite les personnes qui souhaitent rentrer en contact avec moi, si elles le souhaitent, à me rajouter déjà sur LinkedIn. C'est vrai que sous le nom de Mélanie Casselli. Donc, je suis présente sur ce réseau social-là. Et puis sinon, j'ai un mail dédié sur Bluekango. Donc, c'est mélanie.casselli@bluekango.com. Et donc, vous n'hésitez pas à me joindre si vous avez des questions sur le QHSE ou sur les sujets de digitalisation. Je prends le temps de répondre et d'échanger avec vous, il n'y a pas de souci. C'est quelque chose que j'apprécie fortement. Écoutez, c'est parfait. Merci d'être venu partager votre expérience et je vous dis à bientôt. En tout cas, merci Alexandre pour ce podcast. C'était très intéressant de pouvoir échanger avec vous. Et puis, ça permet aussi de communiquer, en tout cas en matière de QHSE, parce que comme je le disais, je pense que c'est un sujet qui n'est pas assez abordé aujourd'hui, peut-être chez les jeunes, dans certaines formations et dès le lycée. Et pourtant, c'est une formation qui en vaut le coup, qui en vaut la peine et qui apporte beaucoup de choses en matière de connaissances. Je suis entièrement d'accord. Je vous dis à bientôt Mélanie. À bientôt, au revoir. Merci d'avoir écouté le PEX jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup pour remonter dans les classements. Vous pouvez également remercier directement l'invité en le retrouvant sur ses réseaux sociaux. À la semaine prochaine!